à tous, merci de votre patience. C'est reparti Pardon, désolé. pour les masterclass. On va parler toujours de la passion, mais d'une passion un peu particulière, celle qui peut nous attraper à un moment, ne plus nous lâcher et nous faire changer de métier, changer de vie. Dans ces masterclass, on aime bien vous raconter des histoires individuelles, des histoires collectives. Et notre conteur de cet après-midi s'appelle Fred Jourdain. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à Brest. Merci. Enfin, bienvenue au Capucin. Voilà, merci. C'est beau. Pour vous présenter Fred rapidement, et il le fera mieux que moi ensuite, mais quelques mots quand même. On peut dire que Fred avait une voie toute tracée devant lui, une autoroute, un boulevard peut-être, vous nous direz plus précisément. Ouais. Et puis, sur cette voie rapide, il a choisi de prendre une déviation et de laisser derrière lui une vie de directeur marketing. En 2011, il a créé avec son complice Hugo Gézé-Gabel l'atelier Blitz Motorcycles, où il customise et répare des motos anciennes. Vous en voyez un dessin derrière que Sarah est en train de réaliser. Customiser des motos, vous réinventez aussi un peu votre propre vie. Oui, voilà. Sous-titre de cette masterclass, on a joué sur les mots, sortie de route et voie de garage, voie avec un X, pas un E, sont des expressions que vous avez dû entendre plein de fois. Oui, beaucoup. Au-delà du jeu de mots, qu'est-ce que ça nous dit de vous, de votre parcours? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces expressions déjà? Au sens littéral, oui, parce qu'on est littéralement dans un garage. Après, non, parce que l'expression de la voie de garage, ça veut dire qu'on a raté sa vie. Et je crois pouvoir dire avec Hugo qu'on qu'on est en train d'essayer de la réussir en tout cas. Votre garage, c'est un peu ce qu'on vous dit à l'école quand vous êtes gamin. Moi, on m'a toujours dit ça. Si tu travailles pas bien. Voilà. Tu finiras sur une voie de garage. Garagiste ou plombier ou couvreur ou boucher. En fait, un métier manuel. Et j'ai grandi là-dedans, moi. J'ai employé l'expression, l'image du boulevard, de l'autoroute, c'était peut-être un peu surfait, mais quelle était cette vie un peu tracée à laquelle vous vous destiniez, ou on vous destinait peut-être? Non, mais je me destinais, hein. J'étais quand même maître de mon parcours, mais en gros, moi j'ai travaillé pour... peut-être que des gens connaîtront Caramel, ça vous dit rien? Ouais. Et Lycos, le moteur de recherche. Ben voilà, moi je m'occupais du marketing pour ces deux marques, enfin ces deux sites-là. J'ai fait ça pendant donc de 99, tout début de l'Internet, en France quasiment, à 2010. Et puis après, sur les 3 dernières années, j'ai travaillé dans le casino en ligne, mais toujours en marketing, donc c'était des très bons boulots. J'ai revu en jean basket. Il n'y avait pas de pression, j'avais pas les mains sales, j'avais pas mal au dos à la fin de la journée. Je gagnais très bien ma vie. Et en plus, j'étais bon dans ce que je faisais. Mais parce qu'en même temps, on inventait le métier au fur et à mesure qu'on le vivait, le métier, parce qu'il n'y avait pas de règles. Donc c'était pas compliqué d'être bon en fait. Il fallait pas trop bête, on va dire. Et être bon en plus, c'est quelque chose que vous saviez déjà faire avant même d'entrer dans la vie active? Non, enfin en tout cas moi, mes parents m'ont toujours dit il faut faire des grandes études parce que c'est un vrai matelas de sécurité, ça te garantira une carrière. Parce que mes parents, moi je suis des années 70, donc mes parents, ils ont fait mon père a fait toute sa carrière quasiment dans la même société. Donc il avait comme idée ce modèle-là pour moi. Et le mot carrière avait un sens à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Et donc j'ai été bercé de tout ça, moi. Donc on m'a dit carrière, grandes écoles, puis carrière. Donc j'ai fait bac C, prépa HEC, grande école, début de carrière. Et c'était bien. Ça vous plaisait? Oui, bien sûr, oui, mais évidemment, oui. Et qu'est-ce qui a fait changer la donne alors? Qu'est-ce qui vous manquait dans votre travail? Alors, voilà, il y avait une dimension de place à trouver, enfin, de rôle à jouer, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années passaient, d'abord la jeune génération de ce qu'on appelle aujourd'hui les natifs arrivait. Donc c'était des gens qui maîtrisaient Internet au moins autant que nous, alors qu'ils n'étaient pas les instigateurs de l'Internet. Et donc c'était un peu bizarre. Et puis parce que je me suis rendu compte qu'à un moment, si je partais, et c'était le cas quand je suis parti chez Lycos, Lycos s'est pas cassé la gueule. Et on n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire qu'en école de commerce, je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait ou qui en font, on nous dit qu'on sera l'élite de la nation, donc on y croit en fait. Donc vous n'étiez pas irremplaçable, vous n'étiez pas incontournable? Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc il y avait cette dimension-là d'abord qui a commencé à arriver. Et puis j'ai cette anecdote un peu rigolote de mon grand-père qui me demande, comme tous les grands-pères demandent à leur petit-fils
quand ils sont devenus à peu près adultes, ça va ta vie? Alors je disais oui. À Noël, ils me disaient ça. Et ils me disaient, t'as trouvé un travail? Alors je disais tous les ans, je dis oui. Ils me disaient c'est quoi? Alors je disais. Et ils disaient d'accord. Et l'année d'après, ils me disaient, t'as trouvé un travail? Et je disais oui. Et je répondais directeur marketing. Ils disaient d'accord. Et en fait, j'ai compris qu'ils ne comprenaient pas. Oui. C'était un mot, un terme, Ouais, une voilà. fonction, Et mais pas ils ne mettaient pas quelque chose. d'image dessus. Et ça m'a fait prendre conscience que moi-même, je ne pouvais pas me définir autrement que directeur marketing et ensuite avec un très long hiatus. Je m'occupe d'un site internet et je fais venir des gens sur ce site et je les fais utiliser mon service. C'est hyper long. Et ça me gênait. Donc vous aviez envie de revenir à quelque chose de concret, on peut dire ça comme ça? Alors, oui, mais c'est arrivé en filigrane. En fait, moi, j'ai toujours eu une passion pour les deux roues parce que, habitant à Paris, on n'a pas le choix. C'est deux roues où on galère. Donc, j'étais en deux roues tout le temps et j'ai toujours été sur des vieux deux roues. Donc, des vieilles Vespa et puis une vieille moto. Et des amis m'ont dit, à force de me voir rouler en vieille Vespa puis en vieille moto, qu'un jour, je tomberais vraiment en panne et que je serais vraiment dans la merde. Pardon de l'expression, mais voilà. Et j'y ai cru. Je me suis dit, ils ont raison. La moto, elle est de 1961. On était en 2004 à l'époque. Elle a 43 ans. À un moment, elle va me lâcher et je ne serai pas bien. Et donc, j'ai cherché un CAP de mécanique en cours du soir pour moi. Parce que j'avais des appétences dans la matière que j'avais développée jeune avec mon père dans le cadre du modélisme. Donc, j'avais déjà fait des petits moteurs. Je savais comment ça marchait. Donc, vous servir de vos mains, Ouais. c'était quelque chose que vous aviez déjà Oui, depuis gamin. de 8 ans à 15 ans, tous les week-ends avec mon père, on faisait du modélisme. Et on avait plein de véhicules, des bateaux, des avions, des motos, des voitures thermiques ou électriques, mais on fabriquait et ensuite on jouait avec. Et après on les cassait, donc on les réparait et on rejouait avec. Et quand on est petit, on aime jouer, mais plus je grandissais et plus je préférais le moment où je les réparais. Parce qu'il y avait ce côté challenge à relever de rendre ça possible. Et donc je me suis dit, je ne dois pas être plus bête qu'un autre, et je vais aller voir comment c'est un CAP de mécanique en cours du soir. Et donc je m'y suis inscrit en 2004, et à l'époque j'étais encore directeur marketing. On peut s'inscrire facilement en cours du soir Non. mécanique en directeur marketing? Non, enfin, Ça a dû susciter des réactions au mieux amusées. il y a eu ça. Non, mais alors, je parle de 2004, hein, on est en 2017, c'est différent, mais moi en 2004, quand j'ai trouvé un GRETA, donc l'acronyme, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'était un GRETA, un lycée professionnel qui offrait des cours du soir pour adultes. Et quand j'ai appelé pour m'inscrire, c'était vers le 2 ou 3 septembre de l'année 2004, je me souviens. Et donc la dame me dit, oui, il y a encore des places, ça commence dans une semaine. Quel est votre niveau d'études? Et je lui dis, bac+5. Et elle me dit, non. Et donc je dis, pourquoi non? Et elle me dit, vous êtes trop diplômé. Donc je suis allé la voir dans la foulée, à l'heure du déjeuner. Je lui ai fait croire que j'étais journaliste. C'est pas beau, j'ai menti, mais voilà. Et que vous veniez pour un reportage? Et que j'allais faire un... Non, que j'étais là pour moi, mais puisqu'on ne m'offrait pas l'accès au savoir, j'allais faire un reportage que j'allais vendre à Libération ou au Monde, dans lequel j'expliquerais pourquoi un Greta refusait l'accès au savoir à un concitoyen français. Et ça a marché. Oui, voilà. Vous savez ce qu'il faut faire dans les situations un peu bloquées. C'est pas beau d'avoir fait ça, mais c'était mon seul choix. À un moment c'était un truc d'instinct. Je me suis dit, je veux vraiment faire ces cours-là. Je ne vais pas me faire emmerder par quelqu'un qui, bureaucratiquement, dit que je suis trop diplômé, c'est débile. Et sauf que j'ai compris après, j'étais avec des gens qui ne parlaient pas français et qui n'avaient aucun diplôme, mais qui savaient démonter des moteurs alors que moi je ne savais pas le faire. Et eux avaient besoin de ce diplôme pour gagner leur vie. Moi, j'en avais pas besoin. J'avais besoin du savoir pour me faciliter l'entretien de ma moto, qui n'est jamais d'ailleurs tombée en panne, celle-ci, et préparer mes vieux jours quand j'aurai 60 ans et que je pourrais me dire, au lieu de me regarder Motus, j'aurai mon petit atelier, je ferai mes petites transformations de moteur. Donc vous aviez les cours du soir avec ces personnes que vous décrivez et la journée, boulot directeur classique, du marketing. Une espèce de double vie. Oui, pendant un an. Voilà. Ouais. C'était tenable ça? Oui, Comment bien vous sûr. arriviez à jongler entre ces deux aspects? Alors d'abord, mon patron de l'époque m'a demandé, vous le voyez aujourd'hui, de toujours avoir les mains propres. Donc j'ai appris à ne jamais avoir de cambouis sous les mains. À la fin de la journée, j'en ai dans la journée, mais parce qu'il m'a dit, je veux pas que ça se sache. On ne sait jamais si ça peut créer des drôles de choses au sein de l'entreprise. Et si tu as un défaut de présence, ils l'imputeront au fait que tu fasses autre chose. Parce qu'en France, les gens, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ne comprennent pas la possibilité de faire deux choses en même temps dans la même journée. Donc, quand on est directeur du marketing, ou quand on est caissier chez Leclerc, on est caissier chez Leclerc. Et on ne peut pas être joueur de rock le soir, par exemple. Donc moi, je ne pouvais pas être apprenti mécano le soir. Mais comme c'était un truc qui m'a... Quand je me suis assis sur les bancs de cette école ce jour de septembre, j'ai été traversé littéralement
d'un éclair de lucidité, je me suis dit, c'est là que je veux être. J'ai vu ce prof arriver avec une blouse blanche, avec un pied à coulisses et plein de stylos. Il s'appelait Laurent Lafolie. Ça ne s'invente pas. Et il avait sur une table roulante un moteur de voiture coupé en deux avec des morceaux peints. Et à la main, il activait il faisait tourner le moteur à la main, il envoyait le mouvement des pistons. Et j'ai été fasciné. Et surtout, je me suis dit, je vais savoir ce que c'est. Dans un an, ça, je saurai ce que c'est. Est-ce que la réflexion professionnelle, elle s'est amorcée à ce moment-là? Parce que ce que vous décrivez, c'est une démarche pour vous, au début, pour votre moto. À quel moment ça arrive, ce cheminement là beaucoup plus professionnel, qui sort du loisir, de se faire plaisir? C'est la conjoncture de plein d'événements. D'abord, j'ai rencontré quelqu'un juste après l'obtention du diplôme que j'ai eu en mai 2005. Donc, je ne voulais pas le diplôme, moi, au départ. Je vous l'ai dit, je voulais le savoir. Mais on m'a demandé de m'intéresser à la sanction. Donc, je me suis intéressé, je me suis inscrit à l'examen. Bon, je l'ai obtenu et j'étais très content. Mais ça ne changeait pas ma vie à ce moment-là. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui était un ex-dentiste à la retraite et qui habitait en banlieue de Paris et qui avait tout quitté à 47 ans pour ne plus faire que de la mécanique sur moto ancienne et de la musique, parce qu'il adorait ça. Et on a sympathisé tout de suite. C'était un monsieur ultra érudit et c'est devenu en fait mon mentor sans que je m'en rende compte finalement. Et j'ai eu la chance d'avoir un mentor dans la vie. Il y en a qui n'en ont pas, moi j'ai eu la chance d'en avoir un. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai tout de suite proposé mes mains et mon cerveau le soir et le week-end après mon boulot. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai un travail dans la journée, mais le soir et le week-end, je peux venir t'aider à réparer des motos parce que je voulais le faire, mais moi j'avais ni les outils ni l'endroit. Donc j'étais un peu en sevrage dur de ce que je venais de faire pendant un an et que j'avais adoré faire. Et il m'a dit d'accord. Et au fur et à mesure, on a agrandi notre cercle d'amis par rapport à ce milieu-là. Et puis j'ai rencontré Hugo, qui d'abord a été un copain, puis un ami. Il était paysagiste à l'époque, et puis on s'est rendu compte qu'on aimait vraiment les mêmes choses au même moment. Et lui, il avait un atelier dans Paris. Donc, j'ai arrêté d'aller chez mon mentor tous les soirs, qui était en banlieue, qui était loin. Et je suis allé tous les soirs à Paris, à 3 km de chez moi. Et lui faisait pareil. Et en fait, au fur et à mesure de ces 4 dernières années dans l'Internet, je commençais à attendre la fin de la journée, comme un fonctionnaire, pardon pour ceux qui le sont, mais c'est l'expression consacrée. Mais j'attendais vraiment 18h30. Et à 18h30, je fermais tout. Et je partais et ma deuxième journée commençait. La vraie journée, peut-être Ah non, c'était pas la vraie. Non, mais j'étais motivé par ce que je faisais, mais j'étais juste plus motivé parce que j'allais faire là-bas. Et parfois, je restais jusqu'à 4-5 heures du matin. Et à 9 heures, j'étais au bureau. Donc, il n'y a pas eu de rupture dans votre parcours? C'est vrai qu'on se représente souvent le changement de vie, le changement de métier ça, comme quelque chose qui surgit à un moment et qui se fait du jour au lendemain. Vous, ça a été très progressif. Oui, et je pense que les romans médiatiques aiment dire qu'on s'est levé et qu'on a changé de vie. Et je pense que la vraie vie vous apprend que c'est pas possible, ou en tout cas que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'est pas passé comme ça pour moi, ni pour Hugo, ni pour tous les gens qu'on connaît qui ont changé de carrière ou de vie. En fait, c'est quelque chose c'est comme une petite plante, une petite graine qu'on plante à un moment, et parce qu'on va l'arroser, parce qu'il y aura du soleil, parce qu'on aura de l'énergie, et ben elle va pousser, et à un moment, elle va pousser tellement fort en vous qu'il va falloir qu'elle sorte. Nous, ça a pris 4-5 ans, ça aurait pu prendre beaucoup plus longtemps, je ne crois pas que ça aurait pu prendre moins, en tout cas pas dans mon cas, mais je connais personne qui, sur un coup de tête, ait plaqué une vie pour en avoir une autre. Comment ça s'est passé, vous, concrètement? Vous avez réduit votre temps de travail, directeur marketing? J'ai été le seul directeur marketing international au monde à faire un mi-temps. C'est possible. Donc j'ai été une imposture, parce que ça, c'est une imposture en vrai. Donc c'était possible parce que mon patron de l'époque voulait pas que je parte et on s'entendait très bien, donc il a accepté ça, mais c'était inacceptable en vrai, donc ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, je lui ai dit, voilà, en fait, ça marche pas, je deviens moins bon dans ce que je fais et j'aime pas. Et surtout, en fait, je pense qu'il y a un truc, c'est d'aller me salir les mains. Lui, il le savait, c'était mon dernier patron. Il était fan de voitures, lui. Donc ça aidait aussi les discussions. Et il m'a dit, pars alors. Et je suis parti. Aujourd'hui, où vous en êtes, Blitz, qu'est-ce que c'est? Qui vous trouve? Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc nous, notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est fabriquer des motos sur mesure à la main pour les gens. Donc on part sur des bases de motos anciennes. Et puis, plein de choses imprévues sont arrivées entre-temps et on en est très content. On ne sait pas vraiment les expliquer. On n'a pas cherché à savoir pourquoi non plus vraiment, parce qu'on n'est pas dans l'analyse de ce qu'on fait, vu qu'on vit ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup. Mais on fait aujourd'hui plein de collaborations avec des marques, avec des médias, avec... Un truc drôle que je vais vous raconter qui est arrivé la semaine dernière, je suis allé m'entraîner avec les All Blacks. Voilà. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Ils m'ont fait mal.
J'ai essayé de leur faire mal, j'ai pas réussi. Donc on a perdu après l'équipe de France. Mais la veille du match, samedi, donc vendredi, nous on est allé sur le terrain avec les All Blacks parce qu'on a un partenariat avec une marque de montre et que cette marque de montre est partenaire des All Blacks. Et jamais, il y a 5 ans, on se serait dit, en devenant mécano, on ira jouer au rugby avec les champions du monde. Et c'est arrivé. Vous nous avez décrit la passion que vous avez découvert en vous posant vraiment sur ces sièges cours du soir. C'est toujours la même passion qui vous habite aujourd'hui? Elle a évolué? Quel est votre moteur vraiment dans le travail quand vous vous levez le matin et que vous arrivez à l'atelier? Alors d'abord, c'est le fait de faire plein de choses différentes. Alors évidemment, quand on devient ce qu'on appelle chef d'entreprise, même si j'aime pas le mot, mais on fait de la compta, tout ça. C'est chiant, mais on le fait. Et puis ça, c'est le matin. Et après, la vraie vie commence, donc le vrai boulot qu'on aime. Donc il y a de la mécanique, il y a de l'électricité, il y a du design. Ce qui nous motive, moi je me souviens du jour exact où j'ai redémarré la moto que j'ai refaite pendant mon CAP. Puisque moi j'ai demandé à refaire une moto pendant le CAP. Donc j'avais acheté une moto en panne. Et après l'examen, 2 semaines après, c'était la fin du mois de mai, les cours étaient encore ouverts. Enfin, le lycée était encore ouvert, mais on n'avait plus de cours. Mais mon prof m'a dit, allez, on va la démarrer cette moto. Et elle a démarré. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on redémarre une moto, il y en a fait à peu près 60 aujourd'hui, j'ai exactement avec la même puissance le frisson qui parcourt mon échine. Et sans prétention aucune, mais j'ai l'impression qu'avec Hugo, on a donné vie à quelque chose qui était mort. Vous avez parlé de partenariat, je sais que vous avez aussi des produits dérivés. Oui. Ça, c'est votre côté directeur marketing qui revient, qui refait surface quand même? Non, je crois non, mais c'est juste une cohérence. Quand on a un véhicule de 1960, on ne va pas rouler avec un casque de 2015, ça ne marche pas en fait. Donc nous, on a commencé par s'équiper dans les surplus militaires, on a pris des choses pas homologuées, tout ça. Et puis, quand on s'appelait pas Blitz, et puis, quand on a travaillé avec des marques, ces marques sont venues nous voir, on a décidé qu'on travaillerait ensemble et nous, on a simplement dit, OK, on veut une carte blanche créative parce qu'on a des besoins très spécifiques, très précis, on sait ce qu'on veut, on ne le trouve pas dans le commerce, que ce soit en France ou dans le reste du monde, on connaît plein de marques à l'étranger, mais il n'y a pas ce qu'on veut ni en qualité ni en design, que ce soit le sac, le blouson, le pull ou la paire de chaussettes. Et on a dit à ces marques, si on travaille ensemble, vous ferez notre produit à nous tel qu'on l'a imaginé. Et ils ont tous dit oui. Et ça fait les produits aujourd'hui qu'on vend. Vous parlez de design, de créativité. Vous vous situez plutôt comme un artisan, comme un artiste peut-être? C'est vrai que là, on n'a qu'un dessin d'une moto. Peut-être que vous en avez vu en image. Il y a quand même un style, une patte. Est-ce que vous allez jusque-là, artiste? Non, jamais. Non, parce que je crois c'est ma vision de l'artiste. Après, chacun la sienne. Mais moi, je trouve qu'un artiste, il a un message quasi politique ou sociologique à faire passer, pas nous. Et puis l'artiste, a priori, ne mettra pas de fonctionnalité dans son œuvre. Elle sera là pour être. Elle existe pour elle-même. Oui, nous, notre moto, elle est là pour transporter celui qui nous a mandaté pour la faire. Parce qu'il n'y a que quand la moto va le transporter qu'il va l'appréhender. S'il la voit garée, il la trouvera peut-être jolie, espérons-le, mais c'est tout. Dans le cadre d'un transport, que ce soit du skate, du vélo, du surf, du kitesurf, de la moto, de la voiture, de l'hélico, il y a le frisson du transport. Donc nous, on est des artisans d'art, au mieux. Et en vrai, on est des artisans. L'idée ici n'est pas d'inciter tout le monde à faire un CAP mécanique, à changer de vie. Néanmoins, vous avez peut-être des messages à faire passer, des conseils. Qu'est-ce que vous retirez de votre expérience de façon très personnelle, mais pour être dans ce partage? Eh bien, nous... Enfin, je parle toujours en notre nom à Hugo et moi parce qu'on est assez symbiotiques là-dessus, même si on est radicalement différents. On a la chance d'avoir trouvé notre place. Voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé, tant mieux. Et c'est super. Si vous ne l'avez pas trouvé, ce n'est pas grave parce que ça se trouve. Elle peut être partout. On peut être un très bon plombier zingueur. Et je connais l'histoire de ce ex-PDG d'Andros qui a tout lâché pour devenir plombier zingueur. Et lui, il me disait, je suis le super-héros des gens le samedi quand leur ballon d'eau chaude casse et que je le répare. Et en fait, c'est ça la vraie vie, je crois. Merci, Fred Jourdain. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même.